Bienvenue sur Miradi Podcast, la voix des acteurs du secteur privé africain, une production par Miradi Media. Chaque épisode donne la parole aux chefs de projet et aux coordonnateurs de programmes d'appui pour décrypter les stratégies, découvrir les contextes, les impacts, les réalisations concrètes et les défis à relever sur le continent. Écoutez, informez-vous via Miradi Podcast pour mieux comprendre, mieux prendre des décisions et mieux agir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le podcast qui vous amène à découvrir les programmes d'appui au secteur privé en Afrique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Livia Soso avec nous pour parler d'un programme qui s'appelle Bidigital, qui est donc mis en œuvre par la coopération luxembourgeoise au Bénin. Donc, bonjour Livia, merci de nous rejoindre. Bonjour Farid, avec plaisir, merci pour l'opportunité. Avec plaisir. Peut-être avant de continuer, je vais vous laisser vous présenter, nous parler plus de votre rôle au sein de ce programme-là et nous donner plus de détails aussi sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Super, merci Farid. Donc je suis, comme tu l'as dit, voilà, Livia Sossou, je suis conseillère technique principale du programme Bidigital, qui est donc le programme numérique financé par la coopération luxembourgeoise au Bénin et qui est mis en œuvre par LuxDev, qui est donc l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Et donc mon rôle spécifique dans le programme, c'est de piloter en fait son exécution technique. Donc je coordonne les différents partenaires, soit techniques, soit institutionnels, qui sont mobilisés sur les différents objectifs. Je m'assure de la cohérence aussi des composants du programme et sachant que l'objectif à terme, c'est réellement donc les solutions digitales qui sont développées répondent réellement aux besoins des bénéficiaires, qui sont finalement l'ensemble de la population luxembourgeoise, donc l'ensemble des citoyens, mais aussi bien sûr en particulier les entrepreneurs et les PME. Déjà, merci de nous donner assez d'informations sur ce programme. On a hâte d'en savoir plus. Mais donc, avec un peu plus de recul au vu de votre carrière, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'écosystème numérique au Bénin? C'est vrai que alors, le Bénin a fait un bond remarquable en termes de numérique, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau des infrastructures ou des services publics digitalisés. Ça fait pile aujourd'hui du coup 10 ans, depuis 2016, qui a, de par la volonté gouvernementale, une stratégie très claire qui a été définie dans le secteur du numérique. Donc c'est assez impressionnant aujourd'hui, après 10 ans, de constater en fait tout le chemin qui a été parcouru, de voir les réformes qui sont assez ambitieuses qui ont été décidées, avec donc vraiment l'État qui a joué ce rôle de chef d'orchestre dans cette évolution. Et le secteur privé qui a pu porter aussi, de par le développement de compétences, de par le développement de solutions, toute cette ambition. C'est vrai qu'il reste encore un réel défi dans l'adoption et dans l'appropriation du numérique par les usagers finaux, de manière générale dans la population, mais bien sûr aussi pour le secteur privé, pour les PME, et dans la diffusion en fait, d'une culture numérique sur l'ensemble des territoires. Il y a beau avoir énormément d'avances qui ont été faites, l'enjeu, je pense, sur les 10 prochaines années, ça va vraiment être la généralisation pour que cette maturité progresse à tous les niveaux et surtout sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Oui, totalement. Du coup, derrière cette question aussi de maturité et de croissance du secteur du numérique au Bénin, il y a bien sûr un choix stratégique qui a été fait par la coopération luxembourgeoise sur le numérique. Sur quel aspect est-ce que ce choix s'est positionné? Quels sont les moteurs qui ont fait que la coopération s'est dit, OK, là, on va investir dans le secteur numérique au Bénin? Le Luxembourg finalement a quand même une expertise qui est assez reconnue en termes d'innovation, en termes de digital, mais en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Et comme c'était une priorité du Bénin, c'était une bonne opportunité en fait, parce que de manière générale, dans les pays partenaires du Luxembourg, le numérique est toujours un peu un levier transversal qui est pris en compte dans des programmes divers. Ça peut être des programmes liés à l'emploi, liés à l'éducation, à la santé. Le numérique va venir comme un outil. Or là, c'est vraiment la première fois que la coopération luxembourgeoise fait un programme qui est 100% numérique au Bénin. Et ça permet, en fait, au-delà d'utiliser le numérique comme un outil transversal pour d'autres secteurs, là en particulier, on a ciblé le secteur de la finance inclusive et innovante et le secteur de la formation technique et professionnelle parce que ce sont des secteurs dans lesquels le numérique, le Luxembourg a une priorité au Bénin, mais ça permet aussi, en plus de cet aspect digitalisation, d'adresser des besoins spécifiquement au secteur numérique. Parce que voilà, on s'inscrit finalement dans une dynamique qui est déjà très forte avec, on l'a dit, un gouvernement qui est réformateur, mais aussi une jeunesse qui innove, un écosystème tech qui est en pleine expansion. Donc c'était une bonne opportunité pour le Luxembourg
d'apporter son expertise dans cet écosystème. Et donc, parmi vos bénéficiaires également, il y a un gros focus qui est fait sur les entrepreneurs féminins. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la maturité qui est requise de ces entreprises féminines-là? Quels sont les critères sur lesquels vous basez juste en général pour les choisir? Alors il y a plusieurs outils qui sont mobilisés par rapport à l'entrepreneuriat féminin. En ce sens, en fait, on a principalement donc travaillé avec une association locale qui est l'association Women in Tech, qui vise donc justement à renforcer vraiment l'entrepreneuriat féminin dans le domaine du numérique. Alors cette association, on a déjà dans un premier temps, on l'a accompagnée à se structurer et à définir une stratégie claire pour avoir un rôle impactant dans le développement de l'entrepreneuriat numérique féminin au Bénin. En particulier, on les accompagne sur la mise en œuvre donc, d'une initiative She Growth, là qui s'adresse plutôt à des femmes qui ont déjà une activité, un projet assez structuré, mais qui manquent d'accès au financement, qui manquent d'accès aussi à des outils numériques spécifiques à leur business et à de la formation assez stratégique. Donc nous, par exemple, là, le programme a vocation à accompagner Women in Tech à mettre en œuvre une formation et du coaching vraiment spécifique en fait sur des thématiques autour du marketing digital, autour de comment automatiser leur service, comment améliorer du coup leur business plan pour dans un but on va dire d'accélération, vraiment pour qu'elles puissent mieux tirer bénéfice du coup des chaînes de valeur du numérique et améliorer leur croissance. Ok, donc pour ce programme-là, c'est vraiment du renforcement de capacité pour l'accélération de ces entreprises féminines. C'est ça. Alors c'est de l'accompagnement technique, mais à terme, Ouais, effectivement, ouais. l'idée c'est qu'elles puissent au mieux accéder à des opportunités de financement et surtout avoir une croissance en fait de leur chiffre d'affaires. Oui. Et vous en avez eu combien de bénéficiaires pour ce programme-là chez Growth? On en a 20 femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de cet accompagnement. D'accord. Et un point intéressant aussi que je trouve dans ce programme, c'est le fait que vous essayez d'inclure donc les entreprises au niveau national. Donc c'est aussi le cas pour le programme She Growth, c'est ça? C'est ça? Tout à fait. Il y a une tournée qui a été faite en septembre 2025 sur 4 villes. Donc on est allé à Parakou, on est allé à Boïcon, mais aussi à Ouida et à Abomey-Calavi pour pouvoir recruter ces jeunes femmes. Ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de 80 candidatures, il me semble, et pour s'assurer qu'on a quand même une bonne répartition territoriale des bénéficiaires de ce programme. Donc il y a eu d'abord du présentiel où on a pu toutes les réunir à Cotonou pour une semaine intense du coup de formation et le reste du coaching se fait à distance pour leur permettre voilà, de continuer leur activité en région mais de bénéficier du programme. Ok, super intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de travailler avec Women in Tech. Il y a aussi d'autres structures comme l'Africa Design School avec qui vous avez travaillé. Donc, comment est-ce que vous assurez que ces formations puissent répondre vraiment aux besoins réels de ces entreprises et que ce soit pas juste de la formation pour qu'après elles ne fassent, ils ou elles ne fassent pas grand-chose des acquis? Alors c'est très intéressant parce que finalement la African Design School c'est pas un bénéficiaire du programme, c'est vraiment un partenaire de mise en œuvre. Donc nous on les a mobilisés pour leur expertise sur la refonte de l'expérience utilisateur sur le portail national des services publics. Le portail national des services publics aujourd'hui, donc c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, qui est un portail aujourd'hui qui réunit plus de 1300 services publics. Et l'enjeu pour nous est vraiment opérationnel. On a mobilisé l'expertise d'Africa Design School sur tout ce qui va être design centré sur l'utilisateur pour s'assurer que sur donc le portail, même des citoyens qui soient peu lettrés ou qui sont en situation de handicap puissent accéder aux services publics en ligne. Donc on les a mobilisés pour repenser l'identité visuelle, pour redéfinir les parcours clients et pour faire prototyper une interface qui soit beaucoup plus inclusive. Et la suite, c'est aussi qu'ils nous accompagnent du coup sur le développement d'une application mobile. Donc autrement dit, on est vraiment en train d'utiliser les compétences d'Africa Design School pour les besoins du programme et pour mobiliser la plateforme. Nous, l'idée, c'est que le programme, finalement, il offre une opportunité aux étudiants d'être en situation réelle, d'être sur un vrai produit qui est utilisé par des millions de Béninois et d'encourager en fait leur logique de learning by doing sur des projets à fort impact pour s'assurer finalement que les étudiants travaillent à être réellement employables et que ce soit des talents qui puissent demain résoudre des problèmes concrets avec des clients qui sont réels et déjà s'habituer à délivrer sur des standards professionnels. Oui, super intéressant. Vous parliez tout de suite aussi d'inclusivité.
Parce que moi, enfin, je suis pas la seule, j'imagine. Quand on parle de numérique, souvent ce dont ce secteur est accusé, c'est quand même de créer une élite qui est assez connectée et de laisser en marge donc, toutes ces populations qui n'ont pas accès très facilement à une connectivité, aux appareils technologiques, etc. Donc, oui, vous faites vous le mettez en considération en tout cas avec ce programme-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes par lesquels vous vous assurez de garantir quand même cette inclusivité ou bien vous essayez de challenger justement cette accusation qui est portée sur le numérique? C'est un très très bon point, parce qu'on en parlait un peu à l'entame. L'un des enjeux, je pense, sur les 10 prochaines années, c'est vraiment l'inclusion. Et donc voilà, c'est un sujet qu'on essaie de toucher dans le cadre du programme. Donc comme je le disais, ça c'est un exemple, l'exemple de l'accessibilité qui doit être vraiment maintenant pensé dès la conception des plateformes pour faciliter l'accès aux personnes voilà, qui sont peu alphabétisées, qui sont aussi, je le citais tout à l'heure, en situation de handicap. Là, c'est vraiment dans la conception même des plateformes numériques qu'il y a un travail à faire pour que enfin, intégrer par exemple plus de pictogrammes, avoir des navigations qui sont beaucoup plus simplifiées. Donc voilà, c'est des sujets qu'on réfléchit avec Africa Design School sur l'accessibilité pour qu'elle soit mieux pensée. Mais demain, je citais tout à l'heure aussi notre partenariat avec donc la CIN. La CIN travaille aujourd'hui à avoir beaucoup plus de contenu sur langue locale pour pouvoir faire travailler en fait des systèmes d'intelligence artificielle sur des langues locales pour qu'elles soient mieux reconnues par ces outils. Et donc demain, il y a aussi vocation à de plus en plus développer du contenu numérique accessible via nos langues locales. L'enjeu est vraiment voilà, que des personnes du coup, qui sont complètement, qui ne maîtrisent pas le français puissent aussi accéder au e-service. C'est vraiment un volet qui est important en termes d'accessibilité. Mais il y a d'autres aspects. Le numérique aussi peut creuser un fossé, par exemple à cause de la déconnexion, tout simplement. Et donc en ça, nous, le programme mise sur la proximité. On a un sujet en fait qui est une étude qui est prévue du coup dans le cadre du programme, qui se concentre vraiment du coup à éviter justement qu'on soit sur une bulle technologique concentrée à Cotonou et finalement qu'il ne se passe rien dans le reste du territoire. On est persuadé que voilà, si le numérique n'est pas territorial, il ne sera pas réellement inclusif. Donc l'idée avec ce qu'on prévoit, c'est déjà de recenser l'ensemble des opérateurs qui existent déjà sur le terrain, qui fournissent des services du coup d'accès au numérique pour les accompagner vers une meilleure formalisation en fait, et pour s'assurer qu'ils garantissent un vrai niveau de qualité pour les services qu'ils proposent. Parce qu'aujourd'hui, dans les zones rurales, on a par exemple beaucoup de personnes qui doivent utiliser les e-services, mais qui passent par des intermédiaires qui n'ont pas forcément de légitimité, qui sont mal formés, sur lesquels il n'y a pas de cadre de protection aussi des données personnelles. Et donc l'objectif à long terme, ça va être plutôt de travailler vers par exemple une accréditation de ce type d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, pour accompagner les citoyens dans tout le pays avec des standards homogènes en termes de qualité de service, en termes de qualité de la connectivité Internet qui est proposée, en termes de confidentialité des données et de procédures, pour qu'il y ait vraiment un service premium dans l'ensemble du pays. Et nous, l'idée, ça va être non seulement de définir ce modèle, mais aussi de déployer un projet pilote dans la zone autour de Parakou, parce que c'est une zone par ailleurs sur laquelle on travaille avec des entrepreneurs dans le domaine agricole. On a un peu en idée en fait de s'inspirer du modèle Irembo qui existe déjà au Rwanda, qui est en fait un réseau de centres et d'agents de proximité qui accompagnent du coup les citoyens sur tout le territoire à utiliser les e-services. Mais vraiment en s'appuyant sur des lieux qui sont déjà existants. Donc, il y a des initiatives qui existent comme les points numériques communautaires qui avaient été portés par le ministère du numérique et de la digitalisation, mais aussi le réseau de la Poste. Parce que la Poste aujourd'hui, c'est des lieux qui sont déjà présents sur l'ensemble du territoire, mais qui, avec une bonne connectivité et des personnes qui sont formées, vont faciliter l'accès au numérique. Également en s'appuyant sur les guichets uniques de protection sociale. Aujourd'hui, c'est des guichets qui ont vraiment vocation à justement faciliter l'accès aux services sociaux, donc qui touchent déjà une population qui est vulnérable, probablement potentiellement la plus éloignée du numérique parce que déjà en situation de vulnérabilité sociale. Et se servir de ces lieux pour en faire des leviers d'accès au numérique va vraiment renforcer l'inclusivité. Voilà un enjeu très très important pour nous et l'idée c'est que ces prestataires qui sont aussi parfois des PME justement et des prestataires privés puissent être mieux encadrés, formés et peut-être demain labellisés pour fournir ce service de qualité sur l'ensemble du territoire.
Vous avez dit une phrase très importante qui est le numérique, s'il n'est pas territorial, il n'est pas inclusif. Et je trouve que ça résume parfaitement justement ce défi et comment est-ce que vous y prenez. Mais là, tout de suite, aussi, ce que je me dis, c'est que vous travaillez avec quand même beaucoup d'acteurs parce que vous travaillez à un niveau très micro, très proche des populations. Mais ça demande aussi beaucoup de coordination, j'imagine, et surtout beaucoup de temps pour les identifier, pour les former et pour ensuite mettre en œuvre ces plans d'accompagnement ou juste les mécanismes que vous aurez à déployer. Donc, vous, en tant que conseillère technique, quels sont les défis que vous rencontrez dans cette coordination-là? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est vrai qu'alors, le parti pris quand même qui est assez généralisé au sein de la coopération, c'est aussi beaucoup de s'appuyer finalement sur des modèles de partenariat. Et donc en ça, il y a un certain nombre d'activités, notamment celle que je viens de citer sur tout ce travail vraiment d'inclusivité, qui est menée avec des partenariats avec des institutions nationales. Et donc là, typiquement, l'ACIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, elle est responsabilisée en termes de mise en œuvre sur le déploiement d'un certain nombre d'activités du programme. C'est vraiment la principale agence d'ailleurs de mise en œuvre du programme et le partenaire national sur ce projet. C'est non seulement important parce que voilà, en termes de capacité, nous aussi on est une petite équipe et on a énormément de défis, on a beaucoup de sujets sur lesquels on intervient, mais surtout pour s'inscrire aussi dans une démarche de pérennité. Parce qu'aujourd'hui je travaille sur un programme de 3 ans, l'idée c'est pas qu'après les 3 ans là, finalement plus rien ne se passe et qu'il n'y ait pas d'impact sur le long terme. C'est vraiment plutôt de s'inscrire sur des priorités nationales avec des partenaires qui ont vocation à exister sur le long terme pour s'assurer que les priorités soient pérennes après les 3 ans et que tout le travail qui a été fait soit réellement transmis, fait avec des partenaires qui, eux, vivront sur du long terme et s'assureront de garantir un plus long impact par rapport à ce qui a été initié et proposé dans le programme. Oui, cette question de pérennisation est très importante et au cœur aujourd'hui du développement. Beaucoup d'acteurs du développement cherchent à faire durer les impacts de leur programme et c'est tout à fait normal. Donc, peut-être avant de revenir à cette question-là, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'inclusivité financière que vous avez mentionné au début. Donc, c'est aussi un point d'ancrage de ce programme-là et je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour que les entreprises puissent quand même avoir des transactions sécurisées parce que on connaît le domaine du numérique, ça peut être sujet à quand même beaucoup d'attaques. Comment est-ce que vous y prenez-vous avec Bidigital? Très bonne question. C'est vrai qu'on est dans un contexte où voilà, les services financiers mobiles connaissent un essor fulgurant et il y a un vrai enjeu dans la sécurisation des transactions quotidiennes pour la population et pour les petites entreprises. Je dirais qu'il y a 2 actions un peu qui contribuent à cet objectif de sécurisation. Donc l'une des actions clés justement qu'on mène avec notre partenaire ASIN, c'est la mise en place d'un centre de supervision et de réponse aux incidents qui va être dédié justement aux services financiers décentralisés. Donc concrètement, ça consiste en fait à les aider à renforcer et leurs effectifs et leurs capacités techniques en termes de matériel et de logiciel pour assurer du coup une surveillance continue vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le cyberespace autour des services financiers pour permettre plus facilement justement de faire une veille pour détecter les fraudes, les activités suspectes, les cyberattaques et pour protéger l'ensemble des plateformes utilisées pour des paiements et donc notamment bien sûr les PME et ainsi restaurer vraiment un climat de confiance et de fiabilité. Au-delà de ça, il y a aussi tout simplement en fait une campagne grand public autour de tous les risques, de tous les risques sur le cyberespace qui est prévu. Là, c'est vrai que la cible, finalement, c'est l'ensemble de la population. Alors, il y aura notamment un focus plutôt sur les élèves, parce qu'il y a des campagnes terrain qui sont prévues pour se rendre dans les écoles, mais ça va bien sûr aussi toucher l'ensemble des petites entreprises, parce qu'il y a toute une campagne digitale qui est prévue pour sensibiliser la population en fait à adopter vraiment des bons mécanismes en termes d'usage du numérique, à détecter, à voir comment adopter des comportements safe, on va dire, autour des solutions de paiement mobile, mais aussi de bien comprendre comment fonctionnent les fraudes, quels sont les mécanismes à surveiller et d'intégrer des bonnes pratiques de gestion de trésorerie digitale. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner toutes
toutes les personnes qui seront touchées par cette campagne à réduire les pertes et surtout à augmenter leur confiance même dans l'usage des services financiers numériques. Oui, la confiance est quand même très importante et c'est quelque chose qu'il faut garantir pour que tous les partis soient au moins sécures dans ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un très bon point. Et donc, j'aimerais aussi savoir aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans ce programme actuellement, des formations, des bénéficiaires et de votre expérience personnelle, selon vous, quel est le besoin premium d'une entreprise béninoise aujourd'hui? Est-ce que ce sont des formations pour plus se structurer, surtout dans cette question du numérique, ou bien c'est plus un accompagnement à l'accélération? Comment est-ce que vous le voyez? Euh, c'est une bonne question. Je dirais que les deux sont quand même vraiment complémentaires, mais que ça va dépendre du coup du niveau d'avancement de l'entreprise en question. Parce que c'est vrai qu'on a parfois des entreprises qui vont être très early stage et là qui auront vraiment besoin de coaching pour comprendre le marché, pour s'assurer de la viabilité de leur solution, pour s'assurer de la pertinence en fait dans le marché de ce qu'ils proposent. Alors qu'on a quand même aussi déjà dans l'écosystème des startups qui sont déjà plus structurées, qui sont vraiment en phase de croissance et elles auront besoin peut-être plus d'accélération parce que par exemple leur objectif ça va être de l'accès au marché à l'international ou alors plus besoin de capital aussi pour recruter et pour scaler. Donc alors sur ces sujets-là, on travaille du coup principalement donc avec l'ADPME qui est l'agence de développement des petites et moyennes entreprises. C'est une agence qui est récemment créée, qui a été créée là je pense en 2023, vraiment opérationnalisée en 2024, donc qui est assez récente. Et du coup nous ça a été intéressant dans le cadre du programme justement d'accompagner la DPME à proposer et à structurer les bons outils spécifiquement pour les entrepreneurs du secteur du numérique. Parce que c'est vrai que la DPME a déployé une grande stratégie pour l'ensemble des secteurs pour avoir une offre de services qui soit vraiment pertinente pour l'ensemble des secteurs sur un très court laps de temps. Et comme il y a beaucoup de spécificités dans l'entrepreneuriat numérique, le programme Bidigital a choisi de, pour le coup, servir de catalyseur pour que spécifiquement les besoins des startups du numérique soient pris en compte. Ok. Et donc, avec la DPME, est-ce que vous avez des complémentarités que vous faites avec d'autres programmes, que ce soit par la coopération luxembourgeoise ou bien par juste d'autres bailleurs, d'autres acteurs, ou pas vraiment? Oui, complètement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment réussi en fait à créer des ponts aussi entre différentes briques, on va dire, du programme. Donc avec les PME par exemple, les PME avaient déjà un partenariat avec la CIN, puisque l'une des priorités de la CIN, c'est la cybersécurité. La priorité de la DPME, c'est de développer les petites et moyennes entreprises. Et donc, ils se sont accordés pour que la DPME accompagne spécifiquement le développement de PME dans le domaine de la cybersécurité pour répondre à des enjeux de la CIN. Et donc, nous, avec Bidigital, on les accompagne finalement à mettre en œuvre ce programme qui s'appelle CyberIncube. Et là, l'idée, c'est, il y a plusieurs volets qui sont définis, mais l'idée, c'est il y avait un appel à projet qui a été lancé en 2025 pour identifier les talents et les potentiels porteurs de projets dans le domaine de la cybersécurité. Et là, il y en a 10 qui sont du coup accompagnés pendant 6 mois pour être incubés. Sachant que l'idée c'est d'en sortir après des entreprises structurées en fait qui puissent ils sont partis on va dire vraiment d'une phase idéation et qui puissent aboutir à un minimum viable project et avec à la fin aussi une opportunité de financement pour les 3 meilleurs pour pouvoir mieux structurer leur activité. Ok, ok, très clair. Aussi, il y avait un autre point que vous avez mentionné qui était donc votre positionnement sur l'IA. Je pense en 2025 aussi, il y avait un hackathon qui a été créé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement? Oui, oui, je comprends la question, c'est notamment en plus parce que parfois on peut se dire, on parlait tout à l'heure d'inclusion, donc je pense qu'on peut se dire que bon, l'IA c'est aussi peut-être un peu un pari risqué et finalement on a beaucoup d'enjeux sur le numérique au-delà d'aller sur ces nouvelles technologies poussées. Mais c'est vrai que pour nous c'était
un objectif important, notamment par le biais d'initiatives du type du hackathon, parce que c'est capital de développer de la compétence dans ces domaines-là, sans pour autant gaspiller des ressources et mettre énormément d'investissement, parce qu'on reste à des échelles de pilote et ça reste des nouveaux sujets. Mais pour autant, c'est réellement important d'investir. C'est une nécessité stratégique de s'impliquer dès aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, notamment parce qu'on l'utilise finalement pour répondre à des besoins de base. Vous évoquiez du coup le hackathon qui a été fait l'année dernière, c'était justement dans le domaine de la sécurisation foncière. Pourquoi parce que c'est vrai que on a finalement un enjeu dans le domaine du foncier autour de l'amélioration du climat des affaires. On a déjà du coup depuis 2020 beaucoup de qui ont été faits en termes de transparence, de fiabilité, de possibilités aussi de suivi en ligne pour renforcer la sécurité foncière et pour encourager les investissements. Et ce sont des améliorations qui ont notamment été soulignées par l'indicateur Doing Business. Mais c'est des choses qui peuvent être améliorées en utilisant du coup l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a encouragé des jeunes à travailler sur des usages très concrets pour automatiser l'extraction d'informations à partir de levées topographiques, visualiser aussi les parcelles de manière interactive, pouvoir détecter s'il y a des empiètements, s'il y a des zones sensibles, et donc vraiment utiliser l'IA pour simplifier les démarches des citoyens et des entreprises. Et l'idée demain, c'est d'appliquer la même démarche, mais dans le domaine du secteur, le secteur des transports, par exemple, parce que il y a aussi un vrai enjeu autour de la sécurité, tout simplement, pour la sécurité des citoyens. Donc on n'est pas sur de l'IA, on va dire, pour faire des technologies futuristes, mais finalement des défis qui sont très quotidiens pour l'ensemble des usagers béninois. Super intéressant. Et du coup, pour les jeunes qui ont participé à ce hackathon-là, comment est-ce que vous les avez choisis aussi? Et ils étaient au nombre de combien? Alors, on a du coup donc 60, il y avait un appel à projet, un appel à candidature plutôt qui a été lancé en 2025, sur lequel je pense qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, peut-être 400 candidatures. Il y en a une soixantaine qui a été retenue, qui a participé au hackathon. Donc là, c'est très intense et c'est sur 3 jours. C'est vrai que l'idée, c'est vraiment de se donner à fond pour déjà commencer à drafter des solutions. Mais c'est vrai que la partie la plus impactante finalement du programme, c'est plutôt la suite où nous, notre objectif, comme je le disais, c'est finalement de combiner et le développement de solutions, mais surtout le développement de compétences locales. Donc à l'issue du hackathon, finalement, les meilleurs, les lauréats, les 3 premières équipes sont intégrées au lab d'innovation de l'ASIN pendant 6 mois pour développer du coup de manière plus poussée ces cas d'usage réels et pour vraiment former des talents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une manière en fait de préparer le Bénin à la révolution autour de l'intelligence artificielle et de ne pas creuser finalement le fossé entre les pays qui innovent déjà et les pays qui seront peut-être un peu toujours en arrière sur ces questions parce qu'il y a aussi d'autres priorités de base à évoquer. Donc c'est un investissement dans cette technologie mais de manière responsable et progressive pour développer de la compétence locale. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est un point de vue assez spécifique, mais très intéressant. Moi, je me demande du coup, vous touchez déjà à cette question même, mais euh, c'est un pari risqué quand même de soutenir l'IA, de soutenir ces innovations-là qui sont quand même dans un secteur assez niche, mais qui est directement lié au développement. Donc, comment est-ce que vous gérez toutes les incertitudes qui sont liées aux technologies, qui évoluent surtout très vite? L'IA, on sait qu'il y a une nouvelle version aujourd'hui, demain il y en a une autre. Sachant que les cycles de financement des programmes n'évoluent pas à la même vitesse. Comment est-ce que vous y prenez, vous, au sein de Bidigital? Investir trop, on va dire, sur les projets même et d'être plutôt dans une optique de pilote où là on investit réellement, c'est sur la compétence que on est sûr que finalement on n'est pas en train on va dire, de développer un mastodonte qui sera obsolète demain. Aujourd'hui, on investit sur de la compétence. L'idée, c'est que ces personnes elles puissent se mettre à jour, qu'elles soient sur du day-to-day en train de vraiment travailler sur les dernières technologies,
Mais ce qui évite finalement de gaspiller les ressources, c'est de ne pas investir sur de grosses solutions techniquement. On est sur des petits projets mesurables, mais voilà, on investit principalement sur la ressource humaine qui aura du coup cette capacité à se mettre à jour vraiment sur les technologies les plus avancées. D'accord. Est-ce qu'il y aura une autre vague de sélection et de formation qui sera faite? Tout à l'heure, parler de notre secteur qui va être Voilà, c'est ce qui est le prévu focus, c'est pour ça? l'année 2026, tout à fait. D'accord. Le Et ce focus sera pour donc le 2026, ce dernier sera pour les ce mêmes programme? formats. D'accord. Ok, super intéressant. C'est trop bien de voir quand même des solutions pilotes qui servent vraiment des questions de développement. Ça sert à rien de créer des projets qui ne vont pas perdurer dans le temps. Ça, c'est, je pense, un angle d'attaque assez intéressant. Peut-être une autre question sur l'IA. Comment est-ce que vous justifiez aussi cet investissement dans la haute technologie, euh, sachant qu'il y a quand même des besoins immédiats de réduction de la pauvreté ou bien même de connectivité. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a forcément certaines zones dans lesquelles on n'a pas accès, on va dire, à un certain niveau de technologie. Et avancer sur l'IA peut être perçu par certains comme quand même un luxe ou bien encourager ce gap de connectivité qui existe déjà. Tout est une question d'équilibre en fait, et c'est vrai que l'idée c'est de s'inscrire dans une approche graduelle, donc on est sur des thématiques qui sont alignées à des besoins essentiels du pays, mais sans mettre de côté du coup les priorités de base. Et au contraire, c'est vrai que là, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur les fondations numériques qui sont déjà en construction autour de la connectivité, autour de la digitalisation des services. Et l'IA voilà, vient comme un levier supplémentaire pour rendre tout ça plus efficace et plus accessible et donc finalement plus utile en fait, mais sans se substituer. Donc c'est en ça que je pense que la richesse du programme, c'est vraiment de pouvoir toucher comme ça un peu à 360 les différents sujets en parallèle pour s'adresser, de répondre aux besoins de toute la chaîne. Donc aujourd'hui aussi dans le développement international, les programmes d'appui sont quand même beaucoup critiqués pour plusieurs raisons. Et au niveau des entrepreneurs, quel lien est-ce que vous faites aujourd'hui entre ce programme et eux, les bénéficiaires? Quel lien est-ce qu'ils entretiennent? Alors c'est vrai que dans le programme, les entrepreneurs sont quand même assez centraux dans la mise en œuvre et à plusieurs niveaux. Il faut savoir qu'il y a 3/4 des actions du programme finalement qui reposent sur des prestataires qui sont pour la plupart locaux, que ce soit autour donc, de tout le premier résultat du programme qui est finalement sur le développement de la cybersécurité, mais aussi sur le deuxième résultat autour de la digitalisation des services publics. Ce sont des entreprises en fait de services numériques qui déploient les solutions dont on a besoin. Donc on mobilise aussi au Bénin, il y a un modèle en fait de fournisseurs de services de sécurité numérique qualifiés qui sont des entreprises qui ont été reconnues pour des compétences spécifiques dans le domaine de la cybersécurité, qui sont les principaux acteurs qui nous aident sur la mise en œuvre des questions de cybersécurité. Pour tout ce qui est digitalisation, là, c'est réellement les entreprises de services numériques qui font. Donc on fait réellement avec le secteur privé pour concevoir, pour développer et pour déployer les solutions. Mais je suis assez consciente que finalement, ça reste que les entreprises qui sont assez matures, qui ont déjà un certain niveau d'expérience, qui peuvent répondre à ces marchés qui sont parfois assez complexes. Et donc c'est pour ça que justement le troisième résultat du programme, lui, il est vraiment centré sur la dynamisation de l'écosystème d'innovation. Et donc c'est sur cet axe-là principalement qu'on travaille avec l'ADPME et c'est en ça qu'on cible des structures qui sont beaucoup plus récentes et qui ont ces besoins de structuration. Et donc pour ça, il y a plusieurs leviers qui sont utilisés. Alors, il existe aussi au Bénin un modèle en fait de labellisation des startups du numérique. Et donc nous, on accompagne la DPME dans tout ce qui va être accompagnement non financier aux startups labellisées. Donc après un survey qui a été fait sur leur expression de besoin et pour pouvoir bien comprendre les volets sur lesquels ils doivent travailler pour justement avoir un meilleur accès derrière au financement et pouvoir améliorer leur activité et leur chiffre d'affaires, c'est des besoins qui sont ciblés et sur lesquels ils ont un accompagnement technique spécifique. J'ai cité aussi tout à l'heure le programme CyberIncube où là on est vraiment sur finalement la micro-entreprise, voire
l'entrepreneur pas forcément encore structuré, mais être accompagné pour être formé, pour être structuré et pour derrière en faire réellement une entreprise forte du domaine de la sécurité et peut-être demain justement un fournisseur de services de sécurité numérique qui est qualifié au Bénin. Mais il y a aussi d'autres opportunités qu'on a mis en œuvre avec les PME qui sont par exemple la participation de startups béninoises à des événements internationaux comme le GITEX où là l'idée c'était finalement tout simplement d'offrir de la visibilité et d'améliorer l'accès aux marchés régionaux. Après un chantier qui est très important et assez innovant sur lequel on travaille toujours avec les PME, c'est l'achat public d'innovation. Alors concrètement, c'est quoi? C'est vraiment une première au Bénin, mais c'est de se dire, on a beaucoup de startups, de PME qui travaillent sur des solutions innovantes, mais qui aujourd'hui n'ont pas justement la capacité ou la possibilité de facilement accéder au marché public. Alors qu'en face, on a des administrations publiques qui ont des besoins innovants et pour lesquels le système justement de passation des marchés ne leur permet pas de laisser la porte ouverte à l'innovation pour mobiliser ces startups. Et donc on veut travailler en fait sur un pilote pour pouvoir voir comment plutôt par le biais d'appels à projets, on peut encourager du coup le secteur privé à développer des prototypes, à être finalement accompagné sur la phase de R&D pour derrière avoir réellement la capacité via le marché public de mobiliser ces solutions. Donc ça permettrait aussi d'ouvrir les marchés publics mais à ces jeunes entreprises innovantes. Donc voilà, c'est différentes, on va dire, approches, mais l'idée c'est réellement que le secteur privé soit au cœur du dispositif et du coup c'est soit d'un côté vraiment en tant que prestataire pour nous accompagner dans la mise en œuvre, soit aussi en tant qu'innovateur pour demain être des fournisseurs de l'administration et en tout cas des startups aussi qu'on aide à se structurer. Donc c'est vraiment créer des opportunités réelles pour des entreprises béninoises pour que au global l'écosystème numérique soit plus compétitif et plus durable. Ok, donc actuellement, vous vous positionnez comme la structure intermédiaire qui fait donc ce pont entre, comme vous disiez, les structures de l'État et les solutions proposées par les entreprises. Et à ce jour, c'est déjà lancé. Où est-ce que vous en êtes? Alors du coup, on va dire que la structure intermédiaire, nous, on a amené une expertise parce que c'est un modèle qui existe déjà, par exemple, au Luxembourg. Mais la structure intermédiaire, ça va réellement être la DPME. C'est la DPME qui va jouer ce rôle pour faire le pont entre les besoins d'innovation du secteur public et les PME du secteur privé qui ont cette capacité d'innovation. Et en termes donc, de calendrier de mise en œuvre, la DPME est en train de collecter les besoins de l'administration, les besoins en innovation. Donc discute avec plusieurs administrations pour confirmer du coup qu'il y a des thématiques sur lesquelles pourront être après mobilisées via un appel à projet les entreprises du secteur privé. D'accord, très clair. C'est un modèle qu'on ne retrouve pas beaucoup encore en Afrique de l'Ouest, mais c'est super intéressant de le voir être mis en œuvre au Bénin. J'ai hâte de voir les résultats. Vous travaillez aussi avec le Fonds national de la microfinance. Donc, comment est-ce que vous assurez que les solutions digitales dans ce secteur-là qui sont créées puissent être pérennes et durables même après la clôture de ce programme? Mais c'est vrai que là, quand on parle de solutions digitales pour des institutions comme le Fonds national de la microfinance, l'idée dans la conception même du programme était d'éviter les écueils où on dit ok, on développe une plateforme pour développer une plateforme, ça fonctionne la première année et après il ne se passe plus rien. Là, la démarche déjà, c'était, on répond à un besoin du FNM en fait. C'est le FNM qui, parce que c'est un partenaire de la coopération luxembourgeoise sur tous les sujets liés à la finance inclusive et innovante, est venu nous voir pour nous dire ils ont un besoin où il faudra donc les accompagner dans le développement d'une plateforme de finance digitale complète, donc qui couvre le microcrédit à la FIA de bout en bout, qui existe déjà aujourd'hui, mais sur lequel là il faut améliorer la qualité de service, mais aussi du coup les autres produits du FNM, comme par exemple le refinancement ou alors le dispositif d'accès au programme de renforcement des capacités humaines. Et cette solution, l'idée c'est qu'elle s'inscrit dans le cœur de métier du FNM. Donc elle a vraiment vocation à être utilisée de manière quotidienne par les équipes du FNM et pas à rester sur les étagères. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise de services numériques du secteur privé qui va accompagner le développement de cette plateforme et pour lequel, dans son cahier des charges, il est très clair que l'un des accents qui doit être
très poussé, c'est le transfert de compétences. Donc c'est vraiment d'accompagner les équipes du FNM tout au long du projet pour ils prennent en main aussi derrière tout le mécanisme pour l'administration technique de la plateforme, pour sa maintenance, mais aussi pour prévoir des évolutions fonctionnelles, pour s'assurer de la sécurité. Donc l'objectif, c'est que quand le prestataire finit le FNM soit totalement autonome sur la prise en main et sur le fait de faire vivre cet outil sans avoir à redémarrer finalement un chantier chaque année. Et ce qui est essentiel aussi dans le montage de ce type de partenariat, c'est que le FNM a bien conscience des coûts liés à cette plateforme. Parce que certes, le programme appuie le démarrage, mais pour être durable, il faut que derrière le modèle financier intègre ses coûts récurrents. Donc il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait au niveau du FNM pour que derrière, après, tout ce qui va être lié à l'hébergement, aux licences, au support, tout ça, ce soit vraiment intégré dans son fonctionnement et que, au-delà de s'approprier techniquement la solution, il faut aussi qu'il se l'approprie financièrement pour assurer une continuité. Oui, très clair, très clair. Et justement, sur cette question d'impact-là et de durabilité dans le temps, quel est l'indicateur que vous suivez pour vous assurer qu'il y a un impact réel sur l'autonomie financière de ces entreprises-là, ou bien des gens qui sont formés même? Oui. Alors là, sur des partenaires publics de ce type, c'est vrai que finalement, c'est un travail qui est fait à plus grande échelle et sur lequel la CIN joue son rôle pour sensibiliser l'ensemble de l'administration au fait d'intégrer de plus en plus dans ses coûts de fonctionnement tous les coûts qui vont être liés au fonctionnement du numérique. Ce qui permet derrière de s'assurer, au-delà de notre programme, vraiment de manière générale dans l'administration, de s'assurer de la pérennité de l'ensemble des solutions numériques qui sont déployées. Super. Et donc là, comme il reste pas beaucoup de temps avant la fin de ce programme-là, donc quelle brique de bit digital constitue aujourd'hui l'indicateur de réussite du programme tout entier? Et je Et j'imagine dirais, que ça va être difficile de choisir pour vous ouais, en tant on fait des choses que... tellement différentes, mais finalement c'est quelque chose d'assez simple. Je pense que s'il y a un ingrédient à conserver, ça va être c'est plus dans la démarche en fait. C'est de se dire, on est toujours dans une démarche de co-construction avec des acteurs locaux. C'est pas des solutions qui sont importées, c'est pas, on ne reconstruit pas en fait du numérique pour faire du numérique, mais c'est vraiment, je pense que la force du programme, c'est que rien n'a été imaginé finalement hors du terrain, mais que ce sont réellement les institutions publiques, les entreprises numériques, les collectivités, les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont contribué et à définir les besoins, et à développer les solutions, à tester des prototypes, et à construire du coup les produits finaux. Donc, la démarche même de co-construction, je pense que c'est un ingrédient qui permet de faire finalement un succès et de s'assurer qu'on a des solutions qui soient adaptées aux réalités du terrain et qui soient durables. C'est-à-dire qui vont être conçues avec ceux qui vont les utiliser et qui vont être conçus pour être maintenus sur du long terme et pour être pérennes. Donc, ouais. Une chose à conserver, c'est vraiment la logique de partenariat et le fait d'être un outil que tout le monde peut s'approprier. Oui, totalement, totalement. Et aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent encore tirer profit des opportunités qui restent dans la mise en œuvre de ce programme-là? Il y a plusieurs portes d'entrée pour les entrepreneurs. C'est vrai, comme je le disais, il y a beaucoup finalement d'activités, de projets qui sont prévus, qui sont mis en œuvre par des prestataires et qui sont aujourd'hui principalement locaux parce que cette compétence existe localement, que ce soit les entreprises de services numériques, que ce soit les spécialistes en cybersécurité ou en design d'expérience utilisateur. Accéder finalement aux opportunités de prestations qu'offre le programme, c'est un moyen tout simple de profiter du programme, mais aussi je citais d'autres bénéficiaires à différents niveaux, comme les startups labellisées qui peuvent bénéficier d'un appui technique par le programme, et ça derrière ça peut les faire monter en maturité et puis après accéder à des opportunités comme par exemple du financement, mais il y a aussi les jeunes qui pourront demain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui Cyber Incube, c'était on va dire un pilote et ça a été mené donc pour avoir ces 6 mois d'accompagnement pour des jeunes talents dans le domaine de la cybersécurité, mais ça aura vocation à être répliqué et à profiter aussi
à d'autres euh, à d'autres jeunes dans le domaine du numérique pour être accompagnés. Donc on va dire que soit via les appels à projets aussi qui vont arriver autour de l'achat public d'innovation, soit via les appels à manifestation d'intérêt via les prestations. C'est des opportunités à la fois pour des entreprises déjà structurées, mais aussi pour des jeunes porteurs de projets pour pouvoir se développer et accéder à des nouveaux marchés. Ouais, très intéressant. Et j'avais une dernière question. Euh, Comme vous savez, donc le numérique aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment au centre du développement que tous les pays essaient d'intégrer. Donc, vous, en tant que conseillère technique de BI Digital, quel conseil est-ce que vous donneriez à un autre de vos collègues ou une autre chef de projet qui voudrait justement mettre en œuvre un programme qui s'attaque à autant d'acteurs et à différents leviers de la chaîne de valeur du numérique au Bénin? Mais je pense que l'enjeu vraiment sur peut-être un programme du numérique aujourd'hui, ce qu'on va retrouver quelles que soient les activités qu'on veut proposer ou euh, les sujets sur lesquels on va être dans le domaine du numérique, ça va être quand même l'enjeu autour de l'accessibilité. Donc c'est vrai qu'on n'est pas juste en train de se concentrer sur des solutions à Cotonou ou pour des experts, mais un indicateur fort en fait sur le numérique, c'est l'usage. Donc c'est de voir des situations, même ceux qui sont peu lettrés, même ceux qui sont éloignés du numérique, qui utilisent les services grâce à des interfaces qui sont simples, peut-être demain des interfaces qui seront dans leur langue, ou des agents qui peuvent les aider pour qu'ils puissent s'approprier le numérique. Donc c'est toujours garder en tête que finalement on ne s'adresse pas que à la jeune start-up de Cotonou, mais aussi peut-être à un producteur agricole qui est à Paracou, une commerçante qui est à Pobet, ou que tous ces gens-là aussi doivent bénéficier de ce qu'on fait sur le numérique. Oui, totalement. Ça, c'est un bon point à garder en tête. Je voudrais savoir, vous, aujourd'hui, de votre expérience au cours de ces mois passés, quelle était votre expérience préférée, un événement qui vous a vraiment marqué dans ce programme-là? Finalement, enfin, ça se traduit toujours par des petits éléments. C'est jamais grand-chose, mais c'est quand on voit la satisfaction du bénéficiaire final, en fait. C'est les petits messages de ah ben voilà, cette activité a vraiment eu un impact pour moi parce que c'est des choses qui font plaisir, qui nous font dire en tout cas que le travail qu'on fait n'est pas vain et qu'on a vraiment un impact sur nos cibles. Donc c'est toujours une. Oui, non, je comprends, j'imagine. Et donc, pour finir, quelle image est-ce que vous aimeriez garder de cyberespace béninois à la fin de ce programme? Qu'il soit sûr, que ce soit un espace de confiance, inclusif, qui soit fiable, et puis voilà, que ce soit une opportunité de croissance pour tous finalement, que quel que soit son secteur d'origine et ses opportunités d'origine, qu'on puisse faire du numérique un levier de croissance, je pense que c'est quelque chose qui sera satisfaisant. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Livia, pour cette discussion. Moi, j'ai beaucoup appris autant sur le secteur du numérique au Bénin, mais aussi sur les activités de la coopération luxembourgeoise. Donc, merci beaucoup pour cet échange qui était très riche. Contente de voir que ce programme s'attaque à plusieurs défis du secteur du numérique au Bénin, mais aussi sert différents acteurs, différentes maturités, croissances, différentes cibles et j'ai hâte de voir les résultats que ça va produire à la fin de ce programme et comment est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps. Donc, je vous laisse conclure avec un mot de la fin. Merci Farid, mais merci pour cette opportunité. C'était un plaisir d'échanger avec toi et j'espère que ça donnera aussi une bonne visibilité et peut-être une meilleure compréhension de ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que le domaine de la coopération, c'est un domaine qui n'est pas toujours très connu et qui n'a pas forcément aussi vocation à vraiment faire de la communication grand public. Merci pour ce type d'outil que vous développez avec Fanaka Co. Et puis bon courage à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Merci beaucoup et avec plaisir. Donc, chers auditeurs, retrouvez-nous prochainement sur d'autres programmes dans d'autres pays et avec d'autres acteurs. Merci beaucoup.